Salut Arthur, Salut, merci d'être venu pour cette interview. merci à toi de m'inviter. Tu as travaillé sur un programme qui s'appelle Pipoudou. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant que tu puisses nous raconter un peu l'aventure de ce programme parce qu'il rentrait dans aucune case Non. de financement et de diffusion. Ouais. Du coup, il a dû trouver sa propre voie. Exactement. Et peut-être avant de nous raconter tout ça, est-ce que tu peux te présenter, savoir un peu ce que tu fais? Yes, donc je m'appelle Arthur Delabey, je suis directeur d'écriture au studio d'animation Bobby Pills, qui est un studio d'animation pour adultes, spécialisé dans l'animation pour adultes, et qui est basé à Paris. Et l'animation pour adultes, c'est des dessins animés qui sont simplement pas pour des enfants, pas diffusés dans des cases du samedi matin dans les chaînes classiques. C'est l'animation qui essaye de parler de sujets matures, de tous les sujets qu'on ne peut pas aborder dans l'animation pour enfants, qui est très cadrée et assez censurée parce que c'est destiné à des publics un peu plus sensibles. Ok. Et Pipoudou est particulièrement pour adultes. Exactement. Pipoudou, c'est peut-être le projet qui est le plus pour adultes au sens qui aborde des thématiques liées à la sexualité. Donc c'est notre programme le plus explicite et ça a été un peu un fer de lance de l'animation pour adultes, enfin en tout cas celle qu'on défend au studio. On va très très loin avec ce programme, dans ce qu'on peut montrer, dans ce que ça peut raconter aussi, notamment autour de la sexualité. C'est ce qui fait que la production et surtout la diffusion a été un peu compliquée. Donc on a dû trouver des alternatives. Parce que comment s'est passé? Donc il y a eu une première saison. Ouais, tout à fait. Comment elle a été financée? Et comment ça s'est passé? Elle a pu voir le jour grâce à un diffuseur qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Black Pills, Okay. Qui en gros a sollicité mon patron, le producteur du studio, qui s'appelle David Alric, pour créer un studio à part entière dédié à la production d'animation pour adultes, de séries d'animation pour adultes pour leur plateforme Black Pills. Qui faisait des 10 x 10 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Des séries de 10 x 10 minutes. Exactement, 10 x 10 minutes. Et de cette première collaboration sont nées 3 séries, avec un financement qui était pas énorme, mais qui était complètement inattendu et inespéré pour un producteur de séries d'animation pour adultes, et avec surtout une grande liberté éditoriale. Il y avait quasiment une carte blanche, voire même des consignes d'aller très loin, et raconter des choses que les autres médias ou les autres plateformes n'osent pas raconter. Donc ça a donné naissance sur la plateforme Black Pills à des choses très cool, à d'autres choses un peu moins bien, mais ça a permis à plein de créateurs de contenu, de réalisateurs et d'auteurs et d'autrices de s'exprimer. Et ça a notamment permis à nos séries d'animation pour adultes de voir le jour. Donc il y en a eu 3, et parmi elles, Pipoudou, la saison 1 de Pipoudou. Et alors après, Black Pills meurt? Black Pills, ouais, en gros, après quelques années et des levées de fonds qui n'ont pas abouti, parce que le but c'était d'être un Netflix du téléphone portable, avec des séries 10 x 10. Malheureusement, les levées de fonds n'ont pas permis à la plateforme d'exister. Il y a eu depuis pas mal de tentatives aux États-Unis aussi sur ce genre de format, comme Quibi, et elles ont tout avorté parce que c'est un format et un média qui est très compliqué. Tu veux dire toutes les plateformes qui ont voulu proposer des 10 x 10? Du 10 x 10 pour du téléphone portable, n'ont pas tellement pris le... C'est fou ce pari qu'il y a eu de mettre des millions sur des séries comme ça. Enfin, le pari en mode les gens vont regarder leurs vidéos dans les toilettes et dans les transports. Et dans le métro, et parce que les gens ont envie de... Il y avait cette promesse que les gens regarderaient des choses de plus en plus courtes, et quand même, en étant quand même éditorialisés, et avec d'autres formes de narration. Donc c'était assez excitant de développer des programmes dans ce sens-là, pour réinventer la narration sur un format de série qui n'existait pas, qui est le 10 x 10, qui est pas évident quand on travaille dans le développement, mais hyper intéressant à explorer. Et du coup, ça n'a pas complètement marché, les levées de fonds n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Du coup, la plateforme Black Pills, aujourd'hui, elle n'existe plus, c'est un studio de production aujourd'hui. Et le studio Bobby Pills, qui avait été créé pour ça, a en gros depuis pris son indépendance et a récupéré ses licences. Donc il y avait Pipoudou, il y a la série Vermine qui est passée sur Netflix France aussi depuis, et une dernière série qui s'appelle Crisis Young, qui était aussi sur Netflix France. Ok. Et alors il y a eu une saison 2 de Pipoudou. En tout cas, vous avez essayé. Ouais, exactement, on a fait une saison 2 de Pipoudou. Je te resitue pour Netflix, pas du tout. Je te resitue pour Black Pills. Pipoudou et Vermine notamment étaient les plus grosses audiences de la plateforme.
D'accord. Et les audiences étaient internationales. On arrivait à toucher un public d'Américains, Asiatiques aussi. Donc c'était inespéré pour le studio. Parce que c'était traduit. Pour le coup, c'était doublé en, je ne vais pas dire de bêtises, mais au moins en anglais et en espagnol. Et en chinois. Et pas en chinois, mais il y a eu des sous-titres. Il y a eu des sous-titres un peu dans tous les sens, donc ça a permis au programme de voyager. Et en termes d'animation, c'était assez osé et en même temps bien fait, donc ça a touché pas mal de monde, ça a bien marché. Et on a du coup pu souder une communauté complètement inattendue et énorme autour de ce programme, qui a touché plein de gens, et qui nous réclamait une saison 2. Mais alors, vous l'avez concentré où cette communauté? Parce que si c'était Black sur nos réseaux sociaux, c'était beaucoup. Comptes, exactement, des comptes Pipoudou, des comptes Twitter aussi. Et les réseaux sociaux du studio sont pas trop mal développés pour un studio de prod ou un studio d'animation. C'est quelque chose que David, le producteur, a mis en place assez tôt. Et ça vient peut-être de l'héritage des Cassos, qui sont produits aussi par ce producteur-là. Et c'est une série pour laquelle il y a toujours eu un gros taf sur les réseaux sociaux, un minimum, disons, pour faire vivre une communauté et avoir suffisamment d'abonnés sur la chaîne YouTube et arriver à ne pas les perdre. Donc il y a toujours eu cette sensibilité-là et qui a fait un peu la différence, qui fait la différence aujourd'hui. Du coup, on avait une grosse communauté demandeuse d'autres contenus de Pipoudou et pas de diffuseurs. Et on avait en même temps Vous avez tenté du coup d'aller voir d'autres diffuseurs? Ouais, évidemment, puisqu'il y avait des gros chiffres, des bons chiffres à mettre en avant. Après, on se faisait pas d'illusions. J'ai pas pitché la série pour ceux qui connaissent pas, mais Pipoudou, donc c'est une série un petit peu explicite et très très adulte, dans le sens où c'est une parodie de programme pour enfants. On a un peu l'habitude de le pitcher comme un Dora l'exploratrice du cul. Okay. Qui met en scène Pipoudou, donc qui est un hamster tout mignon, un peu concon, assez naïf, qui va découvrir la sexualité avec ses amis de la forêt jolie, qui sont des animaux anthropomorphisés et qui se confrontent à chaque épisode à une thématique autour de la sexualité. Ça va de l'amour chez les personnes âgées, aux règles, à la pilosité, au sexe comme une performance, plein de questions autour de la sexualité et qu'on se permet d'aborder frontalement et de façon toujours comique, toujours un peu détournée. Donc c'est pas un programme évident à placer chez les diffuseurs classiques. Il y a évidemment pas de case en télé pour ce genre de programme, même si ça draine une audience, même s'il y a clairement une communauté qui est à fond, une communauté internationale derrière cette série. Du coup, face à ce constat, et à celui des créateurs de la série, à commencer par Balak, qui a créé vraiment Pipoudou, écrit et réalisé et créé, avec Nicolas Attané et Brice Chevilla. Eux avaient très très envie de continuer l'aventure, en fait, de faire vivre Pipoudou et d'essayer de le faire exister pour une nouvelle saison. Et vous aviez tenté ou pas de mettre la série sur YouTube? Non, il y avait pas Tout à fait, ouais. Quand on a récupéré la série, on a placé donc les 18 épisodes de la première saison sur YouTube. On a dû générer plusieurs millions de vues en 3 semaines. Okay. Ça a très bien répondu. Ça nous a permis aussi de toucher un autre public, puisque des gens découvert sur YouTube, qui étaient fans de la série via Black Pills ont pu en parler, partager le lien à d'autres potes. Et partout dans le monde, on a pu commencer à drainer une audience assez cool. Sauf qu'au bout de 3 semaines, chaque épisode s'est fait striker et s'est fait retirer, démonétiser évidemment. Et striker petit à petit parce que c'était beaucoup trop explicite pour le standard de YouTube. La chaîne a carrément fermé alors. Tout a viré, tout a été fermé. Plus de 3 strikes, je crois que t'es... Exactement, de YouTube, quoi. Tout a été dégagé en quelques semaines, ouais. Et ça a drainé quand même une audience de ouf, des gens qui hallucinaient aux États-Unis, évidemment qu'on puisse faire ça. Aborder ces thématiques. Ça aurait pas pu être juste mis en moins de 18 sur YouTube. Non, là pour le coup, Pipoudou, on l'assume, mais on a conscience que c'est notre programme le plus frontal et explicite. Ouais. Ça va beaucoup trop loin pour être juste passé en moins de 18. Mais ça nous a quand même permis de toucher un public qui ne nous connaissait pas encore. Et en fin de compte, on voulait vraiment que ce programme existe parce que même si des plateformes américaines ou des diffuseurs français ne sont pas à l'aise avec l'idée de le diffuser, ce qu'on comprend, ce qu'on accepte complètement, on se disait que c'était hyper dommage que la série n'existe pas, que les fans qui ont aimé ne puissent pas la regarder. Donc on s'est dit qu'on allait rapatrier tout sur notre propre site. Okay. Et c'est là où on avait la chance d'avoir en gros encore un peu d'équipe de développeurs de Black Pills qui nous ont tapé en gros un navigateur vite fait et qui marche très bien aujourd'hui pour rapatrier toute la saison 1
sur notre site et on draine depuis... on enchaîne les vues et on arrive à des scores complètement hallucinants avec un référencement basique mais qui marche, qui permet de nous trouver assez rapidement quand on tape Pipoudou, on tombe direct sur notre site à nous. Et on fait des millions de vues encore aujourd'hui sur la saison 1, alors qu'on a un site obscur à nous, il n'y a que ça. C'était très marrant de pouvoir récupérer ça. Et tu penses que les vues viennent de justement genre moteur de recherche Google ou autre Ouais, on a ces stats-là. Je suis pas. On a un chargé de communication qui fait un taf monstrueux et qui est en gros qui est derrière un média qui s'appelle Katsuka, qui est spécialisé dans l'animation et qui gère nous toute notre communication et le site et justement ça et qui a justement toutes ces datas. Et qui nous permet de traquer un peu d'où viennent les vues. Il y a des gens qui viennent de YouTube, il y a des gens qui viennent de Google en nous trouvant, de Twitter, de nos réseaux sociaux aussi. Et voilà, donc c'est comme ça que la saison 1 existe aujourd'hui, pipoudou.com. Et alors la saison 2 Alors la saison 2, elle existe aujourd'hui. Elle existe aujourd'hui, elle est aussi sur notre site aujourd'hui. Vous avez fait ça bénévolement ? On n'a pas fait ça bénévolement parce que, pour resituer la saison 1, elle a été quand même très douloureuse à sortir. Il y avait vraiment zéro budget pour la faire, donc l'animation c'est hyper cher par rapport à la prise de vue réelle. Ouais, parce que c'est plus long à faire et plus tu es ambitieux, plus dans la façon d'animer et dans les histoires que tu veux raconter, plus ça coûte cher. J'étais pas au studio à l'époque, moi, de la première saison de Pipoudou, mais j'ai eu vent des souffrances et du sang et des larmes qui ont été nécessaires pour la faire. Et le but, c'était la condition. Si on faisait une saison 2, on voulait absolument au moins payer les gens correctement et avoir un encadrement qu'on juge aujourd'hui minimum, qui n'était pas le cas pour la première saison, qui fait que tout le monde a saigné, était très content, très fier aujourd'hui d'avoir baissé sur la saison 1, mais c'était très dur. Donc on s'est dit, si on fait la saison 2, on veut au moins donner des conditions à peu près correctes à tous les créateurs, artistes, techniciens qui bossent dessus. Et ça a été possible uniquement grâce à un financement participatif. Puisqu'on s'est dit, on a une communauté, on n'a pas de diffuseur pour nous financer cette saison 2. On a une communauté qui a très envie de la voir. Et le seul moyen, c'est de les solliciter. Je suis obligé de mentionner quand même le CNC. Et Julien Neutre, qui était passé chez vous, je crois, il y a quelques temps, qu'on avait reçu au studio en essayant de lui présenter le projet du studio, en lui disant, nous, on fait de l'animation pour adultes, on est les seuls en France. On est peut-être les seuls en Europe à être spécialisés que là-dedans. On ne veut pas lâcher, on a des créateurs qui ont des choses à raconter, qui en ont marre de raconter, de raconter des histoires d'animation pour enfants un peu basiques et très corsetées. Donc comment on peut faire ? On aimerait compter sur le CNC. Et Julien nous a dit, on lui a parlé de Pipoudou, des problématiques on a une communauté, on a un public qui en demande et on n'a personne pour financer ça. Et il nous a tout de suite dit, mais inscrivez-le à la prochaine commission CNC Talent, qui a lieu dans 3 jours, attendez pas. Et c'est la commission qui finance en gros les créateurs de contenu qui s'autodiffusent. Qui diffusent gratuitement en tout cas, c'est ça les critères. Et c'est ce qu'on faisait nous. Et du coup, ça nous a permis de débloquer, je crois, 50 000 €, qui étaient inespérés. Donc le CNC a permis de financer Pipoudou et on les en remercie encore. Ouais, parce qu'ils financent pas que en fait, de la diffusion sur YouTube ou sur Facebook ou quoi. C'est ce qu'on pensait. Tu peux diffuser sur ton site. Si t'as pas de, sans passer par une autre plateforme. C'est Internet et gratuit. Exactement. Tu peux solliciter et c'est ce qu'on n'avait pas compris. On s'était dit, ça c'est l'aide des YouTubeurs en gros. Et en fait, non. On est notre propre diffuseur, donc on pouvait débloquer des aides. Donc c'est la SACD. On a dû avoir aussi un petit peu de sous pour par la SACD. Mais voilà, c'est des aides qui permettent de payer éventuellement l'écriture. Mais c'est tout, sur des budgets de séries d'animation. Il nous fallait un autre moyen de financer tout ça. Et on s'est dit, on va solliciter la communauté, on va tenter le coup, on n'a pas grand-chose à perdre à part un petit peu de temps, et notamment du temps de Marc Aguès, notre fameux directeur de la communication, qui a passé un temps fou et qui a fait un taf monstre pour arriver à chercher les gens. C'est beaucoup de temps, une campagne de financement participatif, c'est beaucoup d'énergie, de relance d'organisation. Et ça a payé puisqu'on a réussi à le lever au total en pas loin de 500 000 €. Donc c'est une belle somme. Je sais pas, il y avait eu 7 à 8 000 backers, je crois, et du monde entier. Donc on a des Américains, des Belges, des Canadiens, des Japonais qui sont fans de ce qu'on fait et qui se disent mais
ils sont fous ces Français, comment ils sont capables de faire ça. Donc c'est très cool. C'est grâce à eux qu'on a pu faire une saison 2 de 8 épisodes. Et qui en plus a été du coup mise gratuitement sur YouTube vu que ça a sollicité... Alors on l'a pas mis sur YouTube, enfin pardon, sur votre site. Wow. On savait que piège moi-même. Sur YouTube ça ne passerait pas, donc on l'a rapatrié directement sur notre site. Et les gens ont été ravis. Puis on avait un autre rapport à la création, puisque le deal, c'était de faire des récompenses où les backers qui donnaient le plus d'argent avaient un petit rôle, venaient doubler, venaient doubler certains personnages, se faisaient designer aussi pour certains personnages aussi. Donc on a invité quelques-uns à s'enregistrer au studio, à jouer certains personnages. Donc ça, c'était terrible. Voilà. Et alors juste question un peu plus technique, vous avez réinventé aussi un player ou alors vous utilisez un player qui existe déjà pour ça je suis pas assez au fait techniquement pour ça. J'ai pas été voir. Je suis pas capable de dire. Non, je pense que c'est Vimeo. Je crois que c'est Vimeo qui a c'est une intégration du player Vimeo. Évidemment entre les développeurs de Black Pills qui ont fait ça, les gens derrière la direction graphique du player et les gens de Bobby Pills, on a un peu habillé le player, donc le curseur de temps de minutage, c'est un pénis qui s'allonge parce que c'était drôle à faire, mais voilà, on l'a un peu repris à notre sauce. Mais je crois que de base, c'est le player de Vimeo. Ok, ça marche. Donc c'est possible alors de financer carrément. Bon là, il y a eu quand même financement à la fois aide publique CNC, un peu SACD. Exactement. Et puis crowdfunding. Beaucoup financement participatif. C'est énorme ça. Ça a l'air possible quand on a une communauté, c'est ça. quand on la garde au chaud, quand on se donne, parce que Balak, le créateur, c'est quelqu'un qui a énormément animé la page, les réseaux sociaux dédiés à Bobby Pills, les réseaux sociaux de Pipoudou aussi, en créant régulièrement beaucoup de contenu. Il vous en parlerait mieux que moi, mais il fait énormément de dessins, il met en scène, il interagit, il sait ce que c'est avoir une communauté et lui donner... Donc vous créez quand même des mini-contenus sur les grands réseaux, exactement. Que sont Instagram, machin et tout pour... Complètement, régulièrement, c'est une des forces de l'animation, c'est que tu peux créer un dessin, tu peux... Régulièrement. Du coup, c'est flouté, c'est quoi non, on s'amuse. Alors on floute différemment selon les réseaux. Sur Insta, on floute ce qu'il faut flouter. On a à peu près compris aujourd'hui. Pareil sur Facebook. Il reste Twitter où je crois que c'est plutôt libre encore aujourd'hui. Et c'est le seul bastion pour aller faire du contenu explicite et communiquer sur du contenu explicite. C'est ça. Et alors, il y aura une saison... Enfin, déjà, est-ce que vous êtes content de la saison 2 on est hyper satisfait. Une audience similaire à la saison 1 ou... on est hyper satisfait de la saison 2. On est parti avec... Le deal, c'était de donner des paliers, comme ça se fait habituellement en financement participatif. Avec passer chaque palier, les backers pouvaient espérer un épisode de plus. Et la somme là qu'on a réussi à débloquer, ça nous a permis de faire 8 épisodes. Très ambitieux. Très ambitieux par rapport à la saison 1. Donc Balak avait déjà cette idée-là en tête, ce concept dans la saison 2, mais la saison 2, on est parti dans l'espace, littéralement dans l'espace. Et on avait nos personnages principaux qui étaient dans un vaisseau spatial à la recherche d'une nouvelle planète qui pouvait les accueillir et à la recherche de nouvelles aventures sexuelles en se confrontant à d'autres espèces, à d'autres races extraterrestres. Donc on a pu aller très très loin et on a vu... Au studio, on a aussi vu l'opportunité à travers cette saison de tester plein de choses, de faire de la R&D, de tester de la 3D. Je ne l'ai pas précisé, mais Bobby Pills, c'est un studio spécialisé en animation 2D, donc traditionnelle, comme un Disney classique, comme Le Roi Lion, je vais simplifier. Et on ne faisait pas 3D jusque-là. Le premier Roi Lion, pardon. Exactement. Et on ne faisait pas de 3D jusque-là, et on s'était dit, on va avoir un vaisseau spécial qu'on va utiliser dans chaque épisode. Modélisons-le en 3D. C'est l'occasion de tester. Et c'est ce qu'on a fait. L'épisode final, sans trop spoiler, c'est un épisode qui mélange prise de vue réelle et animation. Parce qu'on s'est dit, testons, c'était un rêve des créateurs et des scénaristes qui sont éclatés à écrire cette histoire-là. On voulait un final épique pour la saison 2. On s'est dit, quoi de plus drôle que de faire venir les personnages de Pipoudou dans le monde réel, dans le monde de leurs créateurs. C'est un grand rêve, j'ai l'impression, de créateurs, de réalisateurs d'animation. Et on a pu le faire... grâce à ce financement participatif. Et je pense aussi à l'absence de contraintes imposées par un diffuseur. On était notre propre diffuseur, donc on avait nos propres objectifs et on pouvait tester tout ce qu'on voulait tester. Et question aussi encore technique, mais est-ce qu'avec le site que vous avez créé,
j'imagine qu'à travers le crowdfunding, vous avez dû récupérer, vous avez créé aussi une communauté hyper solide de gens qui sont prêts à mettre de l'argent. Exactement. Est-ce qu'avec le site, vous récupérez aussi des mails ou des choses comme ça pour constituer une base hors de... Évidemment, et ça c'est hyper précieux. C'est une communauté qui existait déjà à travers donc, tous les réseaux sociaux réunis de Bobby Pills. Et c'est quelque chose qu'on essaye de réunir au maximum. On a créé une boutique aussi en vendant quelques produits dérivés. Ça permet d'avoir des contacts de gens. Et c'était une super opération dans ce sens-là pour fédérer une communauté et d'avoir accès à leurs coordonnées pour pouvoir communiquer sur la saison prochaine, la série prochaine du studio. Et c'est hyper précieux pour un studio d'avoir accès à sa communauté, de l'avoir à portée de main, de pouvoir communiquer dès qu'on fait quelque chose. Et on se dit, si un jour on décide de mobiliser à nouveau notre communauté pour un financement participatif, on a une base de données de 8000 personnes qui sont archi fans de ce qu'on fait, qui sont prêts à relayer ce qu'on fait à leurs amis, qui ont déjà prouvé qu'ils étaient prêts à soutenir le studio, donc c'est hyper précieux. C'est fou. Et alors du coup, l'aventure de ce programme Pipoudou a inspiré des nouvelles façons de créer, d'aller chercher des financements. Est-ce que là, vous avez des projets ou une saison 3 ou alors d'autres projets qui emprunteraient un peu des voies alternatives comme ça ? Carrément, la saison 3, c'est pas pour tout de suite. Les créateurs, ils sont sur d'autres séries, puisqu'on continue la création, la production traditionnelle avec des chaînes de télé, avec qui on travaille depuis longtemps, ou avec d'autres plateformes. Mais à côté de ça, ça a quand même donné naissance à des projets un peu ovniesques, et notamment un autre projet que Balak a créé, qui s'appelle Maxine aujourd'hui, et qui est le projet d'une sexcameuse virtuelle faite en animation, en 3D, pour le coup, un programme uniquement en 3D, donc c'est là aussi où on teste des choses. Et pareil, on a vu à quel point des gens étaient friands de contenu, d'animation, qui abordent des thématiques autour de la sexualité, principalement autour des thématiques positives sur la sexualité, et qui mettent en scène des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et c'était un fantasme de Balak depuis longtemps, de créer une sexcameuse, un personnage de fiction qu'on mettrait en scène comme une sexcameuse virtuelle, et de créer du contenu dans ce sens-là, et de nourrir une communauté des gens qui seraient prêts à payer pour suivre les performances de cette sexcameuse. Et ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, le contenu qu'elle propose, ça existe sur OnlyFans, sur des plateformes comme Gumroad, Patreon, je crois. Et si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, c'est une petite production chez nous qui nous permet de tester plein de choses et qui est rentable aujourd'hui, juste avec les dons des gens qui sont assidus et qui sont abonnés régulièrement tous les mois pour recevoir un dessin hyper bien tapé, d'une sexcameuse qui est une création juste de fiction, qui est en dessin animé. Des vidéos qui est en dessin animé, des vidéos avec des mises en scène souvent très drôles, un peu absurdes et aussi très sexuelles. Et ça permet de tester plein de choses. Et donc c'est le genre donc c'est un truc qu'on teste sur des canaux très différents, sur un programme très très différent et très cul pour le coup. Mais ça nous permet d'aller d'innover et de tester des choses. Comme souvent, le porno est précurseur en termes de diffusion. Ouais. Finalement, c'est un peu la leçon à retenir. Exactement. Regardons ce que fait le porno. Exactement. Souvent été. Et essayons de le faire avec éthique ou de le faire différemment, mais il y a plein de choses dont on peut s'inspirer de la part du porno ou au moins des créateurs de contenu sexuel. Ouais. Trop bien. Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette aventure, mais écoute, en tout cas, moi je trouve ça hyper riche et important que ça soit. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire avec les interviews là, qu'on fait là, c'est d'avoir des personnes qui utilisent des voies alternatives en dehors de toutes ces grosses plateformes. On est obligé. C'est un peu un cas d'école hyper intéressant. Ouais, on est obligé parce qu'aujourd'hui, les diffuseurs grossissent. Se regroupent, deviennent des grosses machines qui sont obligées de diminuer leurs risques au final, d'assurer le coût sur des productions très mainstream qui s'adressent à tout le monde. Et quand on fait de la niche, comme un programme comme Pipoudou, on n'a plus trop d'espace pour exister. Et les anciens espaces un peu plus libres ou assez ouverts, comme les plateformes gratuites, comme YouTube, aujourd'hui ne nous laissent pas du tout la possibilité d'exister. Donc on est obligé un peu de tester des choses dans le financement et dans la diffusion. Et on n'a pas le choix en fait pour survivre. Et c'est même assez inquiétant de voir les standards encore une fois, de plateformes comme YouTube, des réseaux sociaux qui se referment, qui sont principalement des firmes américaines, avec le puritanisme américain derrière et cette
cette obsession du business avant tout et pas de la création, il ne faut pas se mentir. Donc on n'a pas la possibilité d'exister ou de se financer si on fait trop de la niche, si on sort un peu des cadres, et encore moins si on fait des contenus qui sont un peu explicites sexuellement, parce que le sexe et les États-Unis, c'est pas possible. On peut faire avec eux des programmes très violents, mais pas du tout très cul. Et c'est dommage, parce qu'on a plein de choses à raconter. Enfin, il n'y a pas de raison pour que le sexe soit tabou. Il y a plein de choses à raconter autour du sexe et de la sexualité. Donc on veut continuer à faire ça, donc on explore, on continue d'explorer sur la diffusion. Trop bien, et du coup, si on veut voir Pipoudou, on tape Pipoudou, n'importe où, on trouvera. Pipoudou dans Google, pipoudou.com, c'est le site où on peut accéder à la saison 1 et la saison 2 qui se passe dans l'espace. Et si on veut voir les autres programmes que vous faites, du coup, ça serait sur alors, les autres programmes, Pills. Alors, on a... moi, je travaille sur une série qui s'appelle Les Cassos, qui est disponible sur MyCanal, parce qu'elle est financée par Canal+. Et elle est aussi disponible sur la chaîne YouTube Les Cassos. On est à on produit la saison 6 en ce moment. Il y a des séries comme Monsieur Flap qui sont visibles aussi sur le YouTube de France Télé / et sur la plateforme France TV /. Il y a 3 saisons de Monsieur Flap. C'est une série très très drôle, très sensible, sur un homme qui a une tête de cul. Et c'est une série sur la différence, beaucoup là-dessus, ouais. Mais derrière cette enveloppe très cul et très trash, les créateurs disent plein de choses avec énormément de sensibilité, donc on arrive à surprendre beaucoup le public. Et sinon, on a les séries Vermine et Crazy Young qui étaient diffusées sur Netflix, qui vont très bientôt être diffusées sur d'autres plateformes. Et on a plein de projets en développement pour des plateformes et des diffuseurs classiques de Netflix à des chaînes de télé françaises comme France Télévisions et Canal, qui vont arriver très vite. Et du coup, est-ce que là, vous travaillez sur encore des nouvelles façons d'être indépendant financièrement en termes de diffusion et tout ? Alors, c'est pas forcément un cheval de bataille et un objectif principal d'être autofinanceur et autodiffuseur de tous nos contenus. On croit vachement en la force de frappe d'un diffuseur installé pour aller toucher d'autres publics, pour aller toucher des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne suivent pas nos réseaux sociaux, donc ça a vachement de valeur. On continue d'essayer de travailler avec eux, de rentrer dans des cases, mais on sait pertinemment que tous nos programmes ne rentreront pas dans toutes les cases. Et on cherche quand même en permanence des moyens de financer, surtout de cofinancer au moins une partie, puisque en France, les diffuseurs installés ne financent pas forcément l'intégralité de nos programmes. Donc on est obligé de trouver des alternatives parce qu'on n'est pas un studio qui roulons sur l'or, on doit chercher de l'argent ailleurs. Donc on explore des choses. L'expérience du financement participatif, elle s'est bien passée sur Pipoudou. Il faut quand même bien garder en tête que c'est compliqué, c'est très chronophage. Il faut avoir des bonnes équipes derrière, il faut avoir des gens qui taffent H24 dessus sur la communication. C'est une grosse organisation pour aller donner des récompenses, des rewards, et il ne faut pas perdre de vue. C'est pas si simple comme ça de mobiliser une communauté. Ça peut être un peu à double tranchant. Donc on explore ça en se disant que ce n'est pas quelque chose qu'on fera sur tous nos programmes, parce qu'il faut que ce soit spécifique et il faut que ce soit des programmes qui répondent, qui soient fondés sur qui parlent à une grosse communauté, qui soit capable de répondre. Et à côté de ça, il y a plein d'autres choses pour aller tester, pour aller explorer d'autres pistes de financement. Pourquoi pas avec la blockchain aujourd'hui, via notamment les NFT, ça peut être intéressant. Je crois avoir entendu ce matin que Tarantino mettait à disposition des NFT Tu peux expliquer ce que c'est les NFT ? Ouais, pardon. Alors je ne suis pas expert en la matière, mais les NFT, c'est donc des non-fungible tokens. C'est des droits de propriété d'une œuvre virtuelle. Qui sont non fongibles, qui ne peuvent pas être découpés et vendus à 2 personnes différentes. De ce que je comprends. Comme des parts d'une œuvre, des actions d'une œuvre. Exactement, et qui sont limitées, dont le créateur édite un nombre limité au moment de la création, et il fixe le prix aussi. Et derrière, ça peut générer de l'argent, tout comme ça le génère dans le marché de l'art contemporain, puisque la valeur étant limitée, les droits de propriété peuvent être cédés au plus offrant, et avec une spéculation qui peut exploser dans certains domaines, là, tu as certaines œuvres qui ont généré des milliers, voire des millions de dollars, enfin de bitcoin, et puisque c'est autour de la blockchain et des crypto-monnaies que ça se passe. Et donc on se dit que c'est un moyen
de lever des fonds auprès d'une communauté, d'être en direct avec son public, de ne pas avoir d'intermédiaires aussi. C'est ça qui est intéressant avec tout le système autour de la blockchain, c'est de couper des intermédiaires. Donc c'est quelque chose qui nous plaît vachement, d'être en direct avec notre communauté et de valoriser une création d'œuvres. Et là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'il faut arriver à trouver la bonne formule pour arriver à proposer des NFT qui puissent attirer des gens. Parce qu'en gros, tu budgétiserais le coût de ton œuvre. Là, c'est là où on est encore... Tu la divises en plein de petits bouts. C'est pas aussi simple que ça, puisque l'idée, c'est pas forcément d'avoir des centaines ou des milliers de coproducteurs. Ouais. Les NFT, il n'y a pas un titre de... C'est vraiment un titre de propriété de l'œuvre, mais pas un titre de coproduction. Okay. Je te donne un exemple. J'ai entendu ce matin que Tarantino avait mis en ligne des NFT d'extraits de Pulp Fiction. Okay. Qu'il a valorisé et pour ramener des recettes sur un guichet différent pour ce film-là. Il y a des extraits aujourd'hui de la NBA qui sont sous forme de NFT. La NBA propose aujourd'hui des NFT sur les plus beaux dunks de l'année. Tu as des tableaux, des œuvres numériques, des tableaux qui sont créés par des artistes graphiques qui sont aujourd'hui sous forme de NFT et qui partent à plusieurs millions de dollars. De Bitcoin justement, mais transformés en dollars aujourd'hui. Et il y a des valorisations assez énormes, donc on se dit qu'il y a des choses à explorer. Après, il y a une énorme spéculation aussi aujourd'hui autour de ça, donc on y va tout doucement. La spéculation en fait, c'est juste, t'as besoin, c'est comme des actions quoi. T'as besoin d'argent, tu dis voilà, je propose ça. C'est un petit peu ça, il faut trouver la bonne formule encore, mais c'est quelque chose qu'on est curieux d'explorer aujourd'hui. En fait, c'est complètement décoré de la réalité. Quoi. Exactement, ça peut paraître absurde parce que c'est numérique et c'est surtout des œuvres qui sont accessibles au début, tu as bien fait de préciser parce qu'au début, je pensais vraiment que tu devenais coproducteur de l'œuvre. En fait, non, et justement, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. En parallèle les NFT, et ce que permet la blockchain, de ce que j'en comprends, c'est un titre de propriété qui est inscrit, qui est reconnu par tous et qui est validable par tous. On sait que toi, Guillaume, aujourd'hui, tu achètes une NFT de cette œuvre. Tu es le détenteur d'une partie. S'il y en a 100, tu as une NFT sur 100 de cette œuvre-là. Tu peux me la revendre. Tu l'as acheté 2 bitcoins. Tu peux me la revendre 50 si moi j'estime qu'elle en vaut 50. Ouais, et ce qui est assez fou dans ce modèle-là, c'est que je reprends le cas des dunks en NBA. C'est des extraits qui peuvent exister sur Twitter, sur YouTube aujourd'hui. Donc le contenu en lui-même, l'œuvre en elle-même, c'est un contenu vidéo qui est disponible partout. Mais qui pourrait être recopié n'importe où. Exactement. Les parallèles qui sont faits pour comprendre un peu les NFT, c'est souvent des comparaisons avec les cartes Pokémon, des collectionneurs de cartes Pokémon ou les resellers de sneakers. Qui vont acheter des éditions limitées de la Air Jordan de telle couleur et de telle année. Le nombre, il est hyper limité, il y en a 1000, et ils vont l'acheter en se disant ce truc-là, il va intéresser plein de gens à terme, et il va prendre de la valeur, et j'en ai une sur 1000, et c'est quelque chose que je pourrais revendre un jour. Ouais, mais c'est physique et c'est physique, complètement. Mais du coup, ouais... Mais il y a de plus en plus d'œuvres digitales. Il y a des chanteurs, il y a des compositeurs de musique, de plus en plus de rappeurs ou de chanteurs qui donnent accès à certaines parties de leurs œuvres. Tu peux aussi donner des œuvres exclusives, certaines musiques qui ne sont pas accessibles dans un album que tu achètes en physique. Il y a plein de choses à faire sur ce terrain-là. Et en tant que producteur, du coup, c'est intéressant parce que ça peut venir compléter un financement. Exactement. Mais c'est toi qui dis la valeur du... C'est ça qui est encore un peu dur à dire pour nous aujourd'hui, d'évaluer. Nous, on a ce projet-là peut-être sur un long métrage. On est en train d'écrire notre premier long métrage, donc d'animation pour adultes, pour le cinéma. On sait que les chaînes de télé qui participent au financement des films et les distributeurs de cinéma sauront pas forcément dans quelle case nous mettre. Donc on anticipe déjà en se disant ça peut être intéressant d'avoir une part d'argent du film qui est porté par nous-mêmes et qui serait tiré d'autres sources de financement comme le financement participatif ou peut-être comme les NFT. Si on crée de la valeur en tisant une communauté et surtout en mettant pas d'intermédiaire entre eux et nous. Pas de marge, pas de commission prise par une plateforme de financement participatif. La blockchain permet en effet de créer des crypto-monnaies ou alors des NFT. Ouais. Est-ce que vous avez aussi imaginé l'intérêt que pourraient être les smart contracts dans la production du visuel ? C'est-à-dire des contrats numériques, c'est plus des contrats papier, mais des contrats numériques qui pourraient exécuter les termes du contrat automatiquement et numériquement et qui pourraient être validés, certifiés par une blockchain. Mais ça, à la limite, on pourrait s'en passer, mais le smart contract pourrait...
ne pourrait exister sans blockchain aussi. Exactement. Alors, c'est hyper balbutiant dans l'audiovisuel, en France en tout cas, mais c'est des choses qui nous intéressent aussi et qu'on aimerait vachement développer. Le smart contract, j'y vois l'intérêt d'avoir un contrat qui est connu, qui peut être validé par tout le monde. Et ça peut simplifier énormément de choses, que ce soit des contrats qu'on passe avec les scénaristes quand on est un studio ou une boîte de prod, avec les auteurs, les réalisateurs et les réalisatrices. Et c'est aussi une application qui peut être portée sur la partie remontée de recettes. Je prends l'exemple d'un film qui sort en salle au cinéma. Il va générer de l'argent que les salles de cinéma vont reverser au distributeur du film qui le sort en salle, qui a pris le risque de financer le film. Et si le distributeur va se payer, va récupérer l'avance qu'il a donnée pour le financement du film. S'il reste de l'argent, ce qui est rare, il en reverse à tous les ayants droit qui ont participé au financement et dont à la fin, au bout de chaîne, au producteur, qui lui pourra les reverser aux auteurs, autrices et réalisateurs, réalisatrices. Et ce système-là, en France, il peut être un peu opaque parfois. C'est pas évident de comprendre comment on récupère l'argent des gens qui payent des tickets de cinéma, comment ces 10 balles du ticket de cinéma vont aller se diviser, vont se répartir, et comment ils vont terminer dans la poche du producteur, puis dans celle du réalisateur, par exemple. C'est un peu obscur, et des smart contracts pourraient complètement proposer, c'est étudié par le CNC depuis quelque temps, mais c'est pas encore en place, mais ça pourrait complètement répondre à cette transparence, c'est vraiment le maître mot aussi des smart contracts, c'est la transparence dans ce système-là pour comprendre parfaitement les remontées de recettes et clarifier et vachement faciliter aussi le financement des films. Si les remontées de recettes, elles sont plus faciles. Et puis créer de l'immédiat, où il peut y avoir... Là, tout le monde prend du temps à reverser, tout le monde prend pas mal de temps. Tu peux avoir des boîtes, que ce soit des distributeurs, qui ferment parce que les temps dans le cinéma notamment, pour reprendre cet exemple, sont assez longs. Pareil avec des boîtes de production. Donc oui, l'idée, c'est aussi l'immédiateté, tout à fait, qui est hyper précieuse. Quand on sort une œuvre qui a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions, ça sera hyper important. Tout en peut-être aussi en ouvrant la possibilité, encore une fois, je rebondis là-dessus, à des fans, à des communautés de financer directement. Et là, alors pour le coup, là, ils auraient plus une casquette de coproducteurs. Ouais. Il y avait des initiatives qui avaient été lancées dans ce sens-là il y a quelques années, mais qui ne sont pas allées au bout. Mais moi, je suis fan de telle réalisatrice, je vais aller mettre 20 balles dans son projet. Je vais essayer d'en parler autour de moi, parce que j'y crois, parce que je trouve que tout le monde devrait voir le prochain film qu'elle prépare, et en espérant que le film marche, et qu'à terme aussi, peut-être, je récupère 21, 22 euros. Et ça peut être un système vertueux qui fait que les gens cofinancent des œuvres, et encore une fois, en se détachant de plus en plus d'intermédiaires qui prennent tous leur commission. Voilà, être en direct avec sa communauté, c'est un peu ça le Graal pour un studio, je pense. Mais ouais, non, ça nous intéresse vachement aussi l'idée des smart contracts aussi, parce que sur Internet, de toute façon, chaque œuvre est créée par plein de personnes, mais même des fois, il y a des collaborations de plusieurs créateurs, et du coup, il y en a un qui va avoir la vidéo, qui va la diffuser, qui va la monétiser, et il pourrait y avoir dès la base de la monétisation un smart contract qui répartit les gains entre les différents ayants droit. Que ce soit automatique, que ce soit pas un petit peu louche, que ce soit avec des matrices de contrats toutes faites et toutes prêtes, et qui évite à des créateurs ou des créatrices un peu jeunes et facilement manipulables de se faire avoir sur les premiers. Comme c'est automatisé, exactement. Le papier est rassurant, mais en vrai, qui t'assure qu'il va être exécuté le papier du contrat papier qu'on a aujourd'hui, tu veux dire? Exactement. Et il faut déjà peut tarder, et puis si tu vas pas réclamer, on l'oublie. C'est ça, il faut l'avoir aussi. Je pense qu'on connaît tous des créateurs ou des créatrices qui ont bossé un peu gratos et qui n'ont jamais touché les remontées de recettes d'un clip sur YouTube ou d'autres choses. Donc il faut déjà avoir son contrat. Mais du coup, ça peut signer la mort de la SACD, la SCAM, la SACEM? Pas forcément, parce que à terme, des organismes comme ça sont toujours hyper précieux pour aller remonter les recettes auprès de diffuseurs installés, institutionnalisés. Heureusement qu'il y a des plateformes comme la SACEM pour aller recenser le nombre d'écoutes, le nombre de passages en radio d'une chanson. C'est un truc que personne pourrait faire. Si c'était avec des smart contracts, c'était automatisé, peut-être que ça pourrait se faire à terme, mais, mais bien sûr, il faudrait que ce serait une super direction pour la SACD et la SACEM et ces autres organismes comme ça, de s'emparer de ça et de passer en numérique et en automatisation.
C'est un gros chantier, mais je le trouve assez passionnant. Ouais. C'est une des grosses promesses de la blockchain et on attend que ça en audiovisuel et en prod, que ça aboutisse. Ouais. Trop bien. C'était hyper intéressant. Merci Arthur. Merci à toi. Et à la prochaine peut-être s'il y a d'autres choses qu'on a envie d'échanger. Avec plaisir. Salut.